Venant à quelconque, là où j'ai cherché le mouton Mélès, là où la Somalienne s'est demandé quelle était cette polysémie entre mur, mer et Mayor. Le film nous a laissé sur le cul, car en Afrique, y a pas de mère femme. Est-ce qu'on incarne l'exemplarité ou est-ce qu'on est l'exception? C'est la question qu'on s'est posée. Bien, le deuxième couplet. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que j'ai rencontré certains d'entre vous il y a 10 ans, quand je suis venue montrer à Strasbourg Voyage en Barbarie. C'était moins drôle, hein, vous vous souvenez, mais c'était important aussi comme document. Donc pour tous les autres, à part ce monsieur que j'ai plaisir à retrouver, il y a 10 ans, je suis allée dans le Sinaï avec une camarade pour faire un film qui était le premier film, disons, qui documentait l'existence des camps de torture dans leur forme initiale. Donc c'était les camps qui étaient situés à la frontière entre l'Égypte et Israël. Donc au-delà de Al-Arish, on peut compter. Vous voyez Al-Arish, c'est au milieu. Voilà. Enfin, voilà, le Sinaï comme ça, c'est comme un petit, je sais pas, piment. Et en haut, au centre, du côté méditerranéen, il y a le chef-lieu. Et puis si vous remontez, vous allez arriver vers Gaza. Et à cet endroit-là, du côté égyptien, il y avait des maisons de torture. Mais des maisons de torture, il faut imaginer pas un truc sophistiqué, hein. C'est des abris à chèvres dans lesquels ils jetaient des personnes qu'ils torturaient contre rançon. Et donc on a été les premières, peut-être dernières témoins de ce phénomène qui ensuite malheureusement a pris des proportions industrielles et s'est détourné vers la Libye. Et s'est industrialisé en se détournant vers la Libye, parce que tant que c'était dans le Sinaï, c'était des camps qui étaient tenus par des bédouins, qui sont quand même pas les chefs bédouins ultra nombreux dans ce coin-là. Mais bon, il y a eu un problème, c'est qu'en 2014, Netanyahou a construit un double mur de barbelés, et au même moment, l'Égypte a décidé de bombarder cette zone frontalière pour éviter les infiltrations de Daesh qui commençaient à monter en puissance. Donc le trafic ne pouvait pas rester là. Nous, on a eu un espoir qu'il soit éradiqué à ce moment-là. Mais pas du tout. Il s'est juste démultiplié en Libye, qui, au même moment, tombait en proie à une guerre civile dont elle n'est plus jamais sortie, on va dire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, j'avais rencontré deux jeunes qui étaient des mineurs isolés en Égypte, et j'étais tombée un peu dans la marmite du militantisme, c'est-à-dire que évidemment, et c'est pas que c'est presque trop simple de le dire comme ça, je pense que je n'ai pas de mots pour vous communiquer ce que ça fait de voir à 39 ans un camp de concentration. Moi, je ne pensais pas que ça m'arriverait de mon vivant. Voilà. Et du coup, je vous mets au défi, si jamais. Voilà, enfin, ça vous arrive un jour, je ne sais pas si ça vous arrivera, mais vraiment, votre cerveau n'est plus jamais le même, ne peut plus fonctionner pareil, et ne peut pas s'arrêter de se battre pour que cette réalité soit connue. D'autant que c'est maintenant, là, aujourd'hui, toute l'Afrique qui va, la jeunesse de l'Afrique qui va mourir. Bref. Donc on se bat, et on réussit à faire sortir du Caire, dans une mission spéciale, deux jeunes qu'on avait filmés, voilà, et donc moi je suis heureuse, j'ai l'impression que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et 3 mois plus tard, l'assistante sociale de l'un d'entre eux m'appelle en disant qu'il s'est laissé mourir de faim sur son lit, dans son cabane. C'est pas un agi très fort, hein, comme on dit. On se laisse mourir de faim parce qu'on n'y arrive plus. Après, ici, on a quelqu'un d'assez compétent, sinon je me lancerai dans une explication de ce que c'est la dissociation pour survivre à la torture.
Mais bon, en gros, une partie de votre cerveau doit accepter la mort et l'autre doit se battre pour être en vie. Et puis, à un moment, celle qui a accepté la mort, elle vous rattrape quand vous sortez des camps. Et elle peut vous emmener. Il s'en est sorti, c'est le parrain de ma fille. Mais moi, cette nuit-là, j'ai créé Limbo avec une bande de filles formidables. Et on s'est dit qu'il fallait absolument prendre en charge ces moments de vide, ces moments où toutes les structures de soutien s'effondrent, sont plus là, etc. Et donc, on a créé cette association pour pouvoir... Et en plus, on faisait et on fait toujours un truc que personne ne veut faire, c'est-à-dire les prendre à un moment où il n'y a plus vraiment d'accompagnement pour faire un séjour de rupture et servir, disons, de soutien aux thérapies psy qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même dire ce qui est. Donc, on fait un travail, comme vous avez vu dans le film, sur l'art-thérapie. Limbo est donc né de ça. Et pourquoi le film, à partir de là? Parce que ça fait 10 ans, enfin ça faisait 10 ans. À un moment, en 2019, on s'est dit, c'est pas possible, on continue d'aller dans les écoles, dans les universités, etc., expliquer, voilà, il y a des camps de torture, il y a de la torture contre rançon, et on continue à avoir des personnes qui disent, ah ben je savais pas. Et des années après, on se demande comment est-ce que c'est possible. Donc on s'est dit, on va faire un film très grand public, qui peut être vu à partir des 10-11 ans, et qui va pouvoir être diffusé très largement, parce qu'il va utiliser une langue universelle, c'est-à-dire la musique. Et c'était un peu fou, c'est-à-dire on a commencé à en parler. Moi, je me souviens quand j'ai vu la productrice la première fois, j'ai dit je voudrais faire chanter des jeunes qui ont survécu à des camps de torture. Elle a dit ouh là 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 là, ouh là là, ça va pas être bien ça. Et moi-même j'avais très peur. Donc j'ai fait des essais en fait. J'ai avec un Djiboutien qui a fui le régime, qui a été très très gravement torturé, et qui m'a fait l'amitié, qui est un ami. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien qu'on fasse un petit bout d'essai? C'était difficile, parce qu'il pleurait quand même beaucoup. Alors moi j'avais l'impression que je lui faisais plus de mal que de bien, et ça c'était pas possible en fait, si vous voulez. J'aurais jamais fait ce film sans le soutien de tout Limbo. Mais c'est très important de le dire, c'est-à-dire que je préférais ne pas faire de film plutôt que de défaire le travail qu'on avait réussi à accomplir pendant toutes ces années. À n'importe quel moment, n'importe qui est un témoin. Sinon, moi, je peux continuer pendant 3 heures. Et donc, on l'a voté en conseil d'administration, le film, parce qu'on s'est dit, si, il faut un outil de sensibilisation efficace, et puis qui parvienne à raconter cette horreur absolue qui est la déportation, la torture des êtres humains en Libye, dans la corne de la Corne de l'Afrique, mais jusqu'à l'Afrique de l'Ouest maintenant, tout le monde va en Libye, d'une façon qui soit audible, qui permette aux uns de dire et aux autres d'entendre et d'écouter. Et donc, ce film a été créé comme ça. Après, moi, l'idée de l'atelier de musicothérapie est liée au fait que je suis musicienne de formation. Oui, parce que c'est moi qu'on voit dans le film, parce que certains ne m'ont pas reconnu, que c'est passé 3 ans. C'est horrible. Donc, voilà, si. C'est pire qu'un mort. Non. Et voilà, donc ça a servi à quelque chose, disons, d'avoir fait tant d'années de musique, parce que ça les a aidés, en fait, ça les a décomplexés par rapport à l'exercice, qui était compliqué, très compliqué. Et puis ça a aussi servi un peu, parce que j'ai une caractéristique qui est un peu à la limite de l'autisme, c'est que quand vous parlez, j'entends les syllabes, je compte les syllabes dans les phrases. Donc je peux vous dire si vous parlez en alexandrin, en décasyllabes, et j'entends les rimes. Et bon, voilà, un truc tout bête qui me servait juste à composer les chansons pour ma petite fille, m'a servi à aider des jeunes et à respecter leurs mots. C'était très très important ça. Je ne voulais pas qu'il y ait d'ajout, je voulais que ça soit leurs mots, je voulais leur montrer qu'en fait
juste en notant des petites choses, il pouvait facilement créer un texte de chanson. Pour Mathias, il n'était pas hyper content. C'est pas des textes de chansons, comment dire, à son niveau, pour son niveau professionnel, mais il a eu l'intelligence et surtout le talent de trouver des musiques qui plaisent à chacun des jeunes. Parce que bien sûr, c'est des musiques qui sont faites en accord avec les goûts musicaux de chacun des participants. Je sais pas, c'est pas vraiment un débat là, je vous passe un peu de... Hein? Vous voulez intervenir? Bonsoir, j'ai juste une toute petite question technique pour comprendre qui on voit qui participe. Donc ce sont des personnes qui sont en demande d'asile, je suppose. Et je voulais savoir à quel moment c'est des gens qui ont été reconnus réfugiés, non. Ou bien qui ont encore le coup près à venir de ne pas savoir... Ils ont encore le coup près. Parce que s'ils sont reconnus, ils se mettent à travailler tout de suite. Donc nous, on les accompagne dans un moment qui est l'attente de la demande. Et c'est un moment très 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 important. Je vous explique pourquoi. Parce que à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe là, cette parole qui se libère, tout ça, c'est pas du tout facile, bien sûr. Donc ce qu'on propose, c'est un accompagnement. En fait, ce qu'on propose, c'est un cadre enveloppant. C'est-à-dire qu'on va aller tous ensemble vivre la même vie dans un endroit. On va se lever le matin, on va manger ensemble, on va se coucher le soir, etc. Et ça permet, la semaine à Conques, de régler quelque chose qu'on appelle la symptomatologie légère des traumas. Donc les inversions de cycle jour-nuit, par exemple, on peut les régler provisoirement, mais efficacement. On l'a vu, hein, sur 8 ans, on a quand même des retours d'expérience et plein de psy qui nous supervisent, et plein d'élèves psy qui ont fait des rapports sur ce qu'on faisait. Donc ça, les insomnies, etc. Mais surtout, ce que ça permet, c'est de parler avec des gens qui savent ce par quoi on est traversé, enfin, ce par quoi on est passé. Donc vous voyez, ça permet de, du coup, déposer un récit avec beaucoup plus de précision. Cet ami djiboutien, la première fois où il est venu, il racontait rien du tout. Il disait « j'ai été torturé dans les geôles de la dictature à Djibouti, point ». Il est venu à Limbo pendant 1 an, il a fait 3 séjours, ça c'est les cas graves, parce qu'il était mutique, parce qu'il il tombait en dépression, c'était très très grave, etc. À la fin, il a vraiment dit ce qui lui arrivait. Je ne vais pas vous raconter ce qui lui arrivait, mais c'était atroce. Et du coup, il avait honte, il ne voulait pas en parler, du coup, il s'était fait débouter, etc. Voilà. Donc, cet accompagnement, enfin, ce que vous avez vu là ce soir, c'est la preuve que quand on écoute avec une oreille intelligente, ça finit par sortir, ça finit par se poser, et ça permet aussi d'avancer, quoi. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein, on n'est pas des gens qui ont fait des commandos de militantisme, hein. On est une bande de personnes normales qui juste voilà quoi. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, je me suis un peu perdue. Oui, c'est possible. Bravo et merci pour cette belle leçon d'humanisme. Il y a un énorme problème. Je suis une personne blanche devant vous, voyez. Ok. On parle d'un des plus gros crimes qui a été commis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Clairement. Il y a une forme de réécriture de l'histoire qui rappelle les heures les plus sombres de pages historiques sur l'esclavage, etc. Et ce n'est pas un esclavage, ce n'est pas un esclavage, c'est une déportation. C'est une déportation. Et ceux qui sont mis en esclavage ont de la chance, c'est parce qu'ils sont costauds, ils sont grands, ils sont musclés. Alors seulement eux pourront aller travailler. Les autres, ils sont torturés contre rançon. Leurs familles au pays sont dépouillées. Les structures économiques des familles sont complètement brisées. Les structures économiques des communautés d'accueil sont complètement défaites. C'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe dont nous sommes complices parce qu'il y a un champ sémantique qui est complètement faux. On nous dit c'est des migrants. Non, non.
Migrant, c'est mon arrière-grand-oncle qui est parti de Palerme, est arrivé à Ellis Island, et le pire qui lui soit arrivé, c'est le typhus. C'est pas de s'être fait détenir pendant 3 ans, violé tous les jours, torturé, vendu le rein de sa femme, non. Ça, ce n'est pas un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui décide peu ou prou où il va. C'est pas quelqu'un qui va être détenu dans un camp. Ah oui, camp de rétention, n'est-ce pas? Un camp de rétention, hein, ça vous donne l'idée qu'on peut avoir accès à du savon, à de l'eau, un petit quignon de pain. Ouais, non, ben non, c'est pas des camps de rétention, c'est des camps de torture. Donc c'est un système concentrationnaire avec des camps où la torture est systémique, donc quotidienne, pluriquotidienne, où les gens perdent 25 kilos, sortent, ils sont à 37 kilos, ils se tiennent à peine debout. Ça s'appelle pas des camps de rétention. Donc comme ça, on utilise des expressions comme ça complètement édulcorées, comme si on ne pouvait pas dire ce qu'on a contribué à produire. Parce que je suis désolée, moi je suis là, je vous parle en tant qu'observatrice. Vous pouvez me croire quand je vous dis ce que j'ai vu, ce sont des camps de concentration. Je les ai vus, voilà, j'ai vu les gens sortir. J'ai vu des gamins de 17 ans marcher sur les genoux et les coudes parce qu'ils n'avaient plus une partie de leur corps non brûlée. Vous vous rendez compte? On parle de millions. Je vous parle aussi d'une commissaire européenne qui a osé dire qu'il restait 7000 personnes en Libye. 7000, elle a dit, oh, un jour elle s'est levée, elle a dit, oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est en train de raccompagner les gens chez eux. Oui, oui, à base de 100 à 110 personnes renvoyées à dose homéopathique au pays de la Libye, à grand renfort de présence médiatique. Mais non, c'est entre 600 et 800 000 personnes qui sont encore détenues en Libye et qui le sont de façon constante parce qu'ils continuent d'arriver. Et je peux vous dire que par rapport aux morts en Méditerranée, ceux qui sont morts avant sont 1000 fois plus nombreux. Et le désert en efface toutes les traces, et c'est une tragédie dont nous sommes complices parce que nous avons décidé qu'il fallait pas, voilà, il fallait pas respecter les conventions de la loi sur l'asile, tout juste simplement. Voilà, ça vaut pour certains, mais pas pour d'autres apparemment. Et parce qu'on a refusé de faire des corridors humanitaires, parce qu'on refuse, parce qu'on a armé des gardes-côtes, parce qu'en fait, ça aussi c'est un problème, c'est-à-dire déportation, c'est pas une migration, c'est une déportation. Ce n'est pas un trafic, c'est un crime de masse, un crime contre l'humanité. La requalification des faits, elle sert à quoi? Aujourd'hui, on dit trafic d'êtres humains. Ah, on se dit, ah bon, bah, c'est des Arabes qui tapent sur des Noirs. Bon, bah, ça ne nous concerne pas. C'est pas chez nous. Ça ne nous concerne pas. Donc, on arme des gardes-côtes et on dit, bah, nous, on a fait notre possible. On a armé des gardes-côtes, on a mis des bateaux à disposition. On va faire ce qu'on peut pour récupérer les gens en Méditerranée. Mais aujourd'hui, on est en 2023. Qui d'entre vous pense vraiment que les gardes-côtes vont repêcher des personnes en Méditerranée? Qui? Levez la main, ceux qui pensent qu'ils vont les sauver. Ok, donc au moins ça c'est clair pour tout le monde, qu'ils les repêchent et ils les revendent pour qu'ils soient retorturés contre rançon de nouveau. Donc, si vous voulez, on est complice d'un crime de masse. Je peux t'interrompre une seconde? Je t'en prie. Oui, parce que tu dis que toutes ces personnes sont torturées, etc. Et tu dis on. Et qui est le on? On, c'est l'Europe, l'Union européenne. Enfin, je veux dire, nous Européens, enfin, vos impôts vont financer un système de repêchage, disons, par les gardes-côtes libyens, qui n'a qu'une finalité, c'est de renvoyer les gens. C'est un peu comme si on renvoyait une personne qui sortait d'Auschwitz en 1945, à la frontière belge. Non, désolé, hop, retour, allez, hop, on retourne par là-haut, là. Et l'agence européenne Frontex n'a pas de bateau de sauvetage, mais a des drones d'observation pour signaler aux gardes-côtes libyens qu'il y a des bateaux qui sont en train de partir et qui viennent les récupérer. Ouais. Avant que d'autres puissent aller les sauver. Et par ailleurs, on essaye de criminaliser les sauveteurs. Hein, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est tellement le dernier bout, quoi. Si jamais... Et le 9 février, le Conseil européen, donc la réunion des chefs d'État, a
a fait des propositions pour arriver à maîtriser au mieux les flux migratoires. C'est ce type d'actions qui sont proposées ou qui sont entérinées. Je crois que c'est en plus des murs qui vont être construits. Jusqu'à présent, je crois que l'Europe a été construite sur une idée qui était tout à fait saugrenue en 1945, c'était d'abattre les murs, c'était de supprimer les frontières. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une faillite définitive de l'Europe? Mais en tout cas, l'Europe est en train de rebâtir des murs. Et là, il y a quelque chose qui cloche, vraiment. C'est complètement un retour, une réaction. Je te passe le micro, Liliane, tout de suite. Je voulais faire écho à ce que tu présentais au niveau clinique, au niveau psychiatrique. Sur Strasbourg, on accueille depuis 30-40 ans des personnes déportées, comme tu évoques, avec beaucoup de tact et beaucoup d'isolement du côté des accueillants. Et donc avec aussi la perception de l'isolement. Ça veut dire que l'expérience formidable que vous avez réalisée, que vous continuez à réaliser, elle est dans beaucoup d'autres domaines. Elle n'est pas reproductible. Ça veut dire que la plupart des gens que moi j'ai accueillis et accompagnés, ce qu'ils demandaient, c'était de se taire. De se taire comme les Juifs à la sortie d'Auschwitz, qui se sont tus jusque dans les années 70-75. Georges Sembrun nous a donné l'exemple du fait que s'il avait témoigné en sortant des camps de concentration, il serait mort. Donc dans ma perception, le fait de témoigner, c'est pour étoffer ce que tu racontes, le fait de témoigner est un danger mortel pour la victime, dans la mesure où une fois qu'il a témoigné, il risque de se retrouver encore plus seul et plus isolé qu'avant d'avoir parlé. Alors on va faire débat. Okay. Pourquoi? Il y a une raison. Aujourd'hui, on parle de millions de personnes qui, depuis 2008, sont passées par les camps. Voilà. La crème de la jeunesse de l'Afrique. Okay? Si ces gens ne parlent pas, l'histoire n'existera pas. Si les survivants ne parlent pas, l'histoire va se faire balayer. Et pour la 120e fois dans le cas de l'Afrique. D'accord? Donc, il y a une vraie nécessité. Alors, problème, comme vous avez vu dans le film, tout le monde ne parle pas la même langue. Donc, c'est une chose que de dire on est syrien, pardon, hein, c'est pas que c'est plus facile, hein, comprenez-moi bien. Et on fait corps, on parle la même langue, et on peut dire notre bourreau c'est Assad, et nous allons du coup nous unir pour faire une procédure en justice. C'en est une autre de dire je suis guinéen, mais je te reconnais, toi, mon frère somalien, érythréen, comme mon égal ayant traversé un système concentrationnaire comme moi, et donc je suis capable de parler devant un public pour nommer la chose. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu sais, parce que tu es psychiatre, qu'on constitue la continuité de notre existence en pouvant raconter ces choses-là, et que pour moi, en tout cas tous les cas que j'ai vus, moi, dans l'expérience depuis toutes ces années-là, où j'ai quand même entendu beaucoup de gens me raconter des tas de choses, c'est que si tu leur dis, excuse-moi, mais de 2003 à 2006, bon, ça ne m'intéresse pas, le reste de ta vie, mais là, ces 3 années, poubelle. Parce que c'est ça que font aussi les institutions, l'OFPRA, la CNDA, en niant complètement ce qu'ils ont vraiment traversé et en les traitant comme ça. Ah oui, non mais, moi je me souviens, là, j'ai une copine qui est assesseure à la CNDA, qui me dit qu'elle a arrêté en fait un magistrat, elle a fait le siège, parce qu'il y avait une jeune somalienne pluriviolée qui ne pouvait pas dire un seul mot, et le magistrat a dit, oh bon, écoutez, 15 minutes, elle n'arrive pas à mettre en ordre un récit, bon ben au QTF, hein. Allez, rejette. Et elle a arrêté, elle a dit non, là, il y a polytrauma, c'est très différent. Cécile, c'est la CNDA qui est absurde. Comment on peut imaginer, est-ce qu'on aurait infligé aux Juifs en 1945 l'obligation de passer devant un corps pour témoigner de ce qu'ils avaient subi? Il n'y a quasiment aucun Juif qui a pu témoigner. On a mis en évidence quelques centaines de témoignages qui sont devenus des références, mais la plupart des millions de Juifs qui ont été déportés, ceux qui ont réchappé, n'ont pas pu dire un mot.
avant des années. Ben là, c'est différent. Et donc, parce qu'on a les réseaux sociaux et ils se parlent entre eux. Alors, Ils se parlent entre eux. Et moi, je vois une grosse différence entre il y a 10 ans et maintenant. Mais énorme. C'est-à-dire, il y a 10 ans, c'était très très compliqué de ne serait-ce que de vraiment évoquer ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a, à l'inverse de toi, pour moi, la raison pour laquelle on a fait ce film, parce que dans les statuts de Limbo, il y a écrit qu'on n'encourage pas, enfin nous, on n'est pas là pour faire parler les gens. On est là pour faire un séjour de rupture. Mais à force d'avoir des personnes qui voulaient parler, on a dû renforcer les équipes psy et réfléchir à une façon de prendre en charge la volonté de parler, parce que dans ce cadre-là, ça sortait. Ça sortait et ça sortait presque, tu vois, de façon répétée. Je vais passer la parole à Liliane. Et oui, je voulais juste te dire un truc, c'est que pas du tout, c'est reproductible. Ce qu'on fait, c'est reproductible. C'est pas un gros budget, donc c'est compatible avec d'autres formes d'engagement. Donc si, vous pouvez le faire vous aussi. Non, on était nuls et on y arrivait. Donc franchement, au contraire, c'est très reproductible. Nous, on est bons, mais on n'y arrive pas. Si. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la Shoah, les mecs, ils ont commencé à parler 30 ans après la tragédie pour petit à petit en faire une religion laïque. C'est devenu une religion que de témoigner, et ça a été instrumentalisé par la suite, comme aujourd'hui, au service d'une cause politique. Je vous donne un exemple. En 2000, on reçoit à l'auberge de jeunesse qui était au bord du Rhin 52 tziganes hongrois. On les reçoit et ils parlaient rome et ils parlaient hongrois. On cherche des traducteurs à Strasbourg pour aller nous aider à traduire. On est allé naturellement chez les rescapés de la Shoah juifs qui ont refusé de se mélanger aux tziganes. Bon, c'était en 2000, c'était le siècle dernier. Oui. Hein? Alors c'est là où moi je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse une religion. Alors c'est pas ça que je dénonce. Parce que là, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir laisser la parole à ceux qui l'ont jamais. Madame. Ah, je vois deux mains qui se lèvent aussi dans le fond. Allez-y. Pour moi, je suis plutôt d'accord avec vous qu'il faut que les gens parlent, parce que sinon, comme vous l'avez si justement dit, personne ne parlera de ces Noirs. Parce que l'histoire l'a montré, parce que quand ça concerne les Noirs, on peut faire table rase facilement dessus. Et je voudrais aussi, et je suis très contente et vous remercie pour le travail que vous faites. Mais là, je crois que de dire que c'est des Arabes qui tapent sur les... C'est vulgaire, mais c'était pour faire comprendre. C'est pas... Mais je ne refuse pas ce que vous avez dit. Non, mais c'est la conception. Je dis que c'est trop facile. Parce qu'au fond, comment une Union européenne qui se dit et donne des leçons au monde entier sur la démocratie, sur les droits humains, les droits de l'homme, renvoie des gens en Libye en sachant tout ce qui s'y passe. Alors on viendra nous dire, ah mais on ne savait pas. Non, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Si on ne le sait pas, c'est qu'on ne veut pas le savoir. Non, mais tout le monde le sait. Pas tout le monde. Attendez, si je parle des dirigeants, oui, les dirigeants, ils le savent. Je ne parle pas de la population, non, mais seulement la population est victime d'une manière de désinformation orchestrée pour leur faire peur en disant « Ah, mais vous allez être envahis ». On ne peut pas oublier cet aspect des choses. Et partant, moi, je vais dire... Hein. Oui, sur je complète en disant, et je dis oui, je suis d'accord avec vous. Mais d'autre part, on parle toujours de la Libye. Mais de la Libye. Mais pourquoi la Libye en est là maintenant? Oui. D'accord? Parce que lorsque Kadhafi était là, ça ne se passait pas de la même façon. Je ne dis pas qu'il était un ange. Enfin, excusez-moi, moi j'étais au Darfour en 2006. Il y avait déjà des trafics, des passages. Non, j'ai dit que ce n'était pas entièrement comme ça. Mais est-ce que vous avez une question du coup? Non, moi je voudrais dire ce que je pense de tout ça. Ce n'était pas une question. Je trouve que pour ma part,
on ne peut pas continuer, nous, ceux qui savent, à rester et se dire, ah oui, et puis qu'on nous fasse des énièmes et des énièmes lois, asile et migration et ceci, et que là, les gens qui font la loi fassent comme s'ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que quand même, il va falloir qu'une solution soit trouvée. Non, mais en fait, donc c'est Liliane, hein, c'est ça votre prénom. On ne peut plus faire des lois et dire, ah oui, on va les mettre dans des centres de rétention, mais surtout ne parlez pas de camps. Mais c'est pas des camps, mais c'est des camps. Voilà, alors déjà, moi je dirais que le changement passe par le fait que chacun, là maintenant, bon désolé de faire utilise les mots justes, voilà, tout simplement. Voilà. Il faudrait qu'on s'interdise de parler de migrants. Voilà. Déjà, ça pourrait nous aider tous, moi je dirais. Il faudrait se mettre d'accord, ce sont des survivants. Et survivants, c'est intéressant parce que c'est la seule catégorie juridique qui n'a pas été créée après Nuremberg. Parce que ça ouvre droit à des réparations. Alors ça, on ne le fait pas. Donc, et puis qui dit survivant dit octroi de l'asile immédiatement, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de contestation. Or, aujourd'hui, on est dans un cas complètement ubuesque où les personnes qui arrivent, voilà, elles sont passées par la Libye, mais on va dire, oui, mais bon, avant la Libye, ton père, il était cordonnier. Hein? C'était sympa, pourtant, à Bamako, ou... Alors, bon, tu étais vraiment obligé de partir. Ah, tu te dis, mais c'est une folie, quoi. C'est une folie. Donc, 3 ans de torture, parce que c'est 3 ans et demi, hein, la durée moyenne. 12 000 dollars en moyenne, le coût cumulé de tout ce qui est payé, une folie. Donc aujourd'hui, on continue à examiner les conditions de départ sans tenir compte de la route. Les officiers sont formés pour ne pas poser question aussi sur la route, parce que sinon ils sont obligés d'en tenir compte pour le coup. Et donc ils ne veulent pas. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une façon de faire. Il faut plaider, il faut utiliser les bons mots, et puis après, en termes de plaidoyer, par exemple, avec d'autres assos, Amnesty, on plaide pour la requalification des faits de trafic qui relèvent du crime organisé en crime contre l'humanité. Parce que si les faits sont requalifiés, on ne pourra plus jamais dire « Ah mais je ne savais pas moi que les gardes-côtes libyens, ils repêchaient les gens et puis qu'ils les revendaient. » Non, je ne savais pas. Quand tu es dans un cas de trafic, tu peux plaider la bonne foi. Contre toute évidence, hein, bien sûr. Mais quand tu es dans un cas de crime contre l'humanité, tu donnes le bateau, tu es coupable. C'est fini. Donc, si tu fournis... bon. Donc, ça peut commencer par là. Mais par exemple, il y a une chose que je voudrais vous dire, parce que, évidemment, vous êtes là plutôt, c'est une salle plutôt engagée, qui est là ce soir, qui a envie que les choses changent, qui est là, qui écoute un débat, donc voilà. Mais il y a une chose, par exemple, probablement vous ne la savez pas, c'est que depuis avril 2022, on peut déposer plainte pour torture dans tous les commissariats. Et ça, par exemple, c'est une bonne façon de faire. C'est-à-dire que vous accompagnez une personne qui a survécu, déposer plainte, apporter son récit dans un commissariat qui vous dira « Non mais n'importe quoi, le monsieur érythréen, il a été torturé en Libye, qu'est-ce que vous voulez m'embêter ?» Si, il faut qu'il prenne la plainte, parce que ça va faire un effet conservatoire. C'est pas que le commissariat va rien pouvoir faire forcément tout de suite, quoique, sauf si l'auteur de crime a été reconnu par la personne qui dépose plainte. Mais si on systématise les dépôts de plainte, alors le tribunal de grande instance, unité crime de guerre à Paris, va devoir se saisir de cette affaire. Parce que ça fait des années, croyez-moi, ça fait des années que j'essaye avec d'autres, hein, on est quelques-uns quand même à essayer de le faire, de provoquer une enquête par les procureurs de l'unité crime de guerre au tribunal de grande instance à Paris, qui est en fait notre centre pour faire des enquêtes importantes sur des crimes de guerre, qui n'arrivent pas. Ils font en sorte d'éviter de les ouvrir vraiment. C'est-à-dire, il y a toujours, on arrive avec des évidences, il y a un tortionnaire qui a été reconnu, il dit « Ah oui, mais t'es sûr qu'il n'est pas parti à Calais ?» Je dis « Ben non, il a été vu avant-hier. »« Ah oui, mais c'est trop tard. Ça fait plus de 48 heures. Il y a présomption de plus de présence sur le territoire, donc on ne lance pas la procédure. » Tu dis « Mais c'est pas vrai. »
Et il y en a plein des affaires comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon c'est un peu rasoir. Mais bref, c'est pour vous dire que, numéro 1, vous êtes des personnes qui savez écouter. Parce que votre oreille, elle est maintenant, elle sait. Et quand elle sait la douleur, elle sait... Jamais, les mots de David ne sortiront de mon cerveau. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas me laver pendant 6 mois? Vous savez, j'en ai écouté, ça fait 17 ans que j'écoute des survivants de camps de torture. Jamais une personne m'a dit des choses aussi précises. Ça faisait mal comme un diamant noir qui vous rentre dans le cœur, vous casse en deux. Franchement, ce garçon, il a juste dit ce que n'importe quel survivant se pose comme question toute sa vie. Pourquoi on m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour être violée? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc ça, si vous voulez, il faut que ça puisse être entendu, mais pas que par vous, mais donc pour que ça puisse être entendu, il faut que vous accompagniez un dépôt de plainte. Parce qu'ils vont avoir peur de déposer plainte, tous ces jeunes. Ils vont avoir peur, parce qu'ils ne pensent pas qu'il peut y avoir une justice. Voilà. Ça, c'est une chose concrète que vous pouvez faire. Vous pouvez vous engager à la CIMAD, vous pouvez vous engager au MRAP, qui sont là en organisateur, à la Ligue des droits de l'homme, dans toutes les organisations. Vous pouvez venir à Limbo si vous avez envie. L'un n'empêche pas l'autre. limbo-asso.com. On n'est pas très nombreux, mais c'est chouette pour encadrer les séjours si vous avez envie. Je vois plein de jeunes qui partent. Vous n'avez pas proposé à aller montrer le film à la Commission européenne? Si, bien sûr, on y travaille. Là, il y a la loi sur l'asile, on va le montrer au Parlement. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu viré au débat militant. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des questions sur le cinéma, mais ici, c'est... Oui, bonsoir. Qui pulse. Oui, merci pour ce film. J'avais 2 questions. Il y en a une qui concerne directement le film. Pour que les personnes parlent, il faut que la confiance s'installe, il faut donc du temps. Sur le film, vous nous montrez une année, enfin vous nous montrez les paysages, donc en tout cas du temps qui passe. J'aimerais savoir combien de temps durent les séjours. Bon, vous avez parlé d'une personne qui en a fait 3, mais combien de temps ça dure en général? Et pour le film, comment vous avez fait sur la durée, entre le moment où ils disent les mots et le moment où ils les chantent? Voilà. Et ma deuxième question, qui est beaucoup plus générale et qui revient à cette question de la déportation,